Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui consacrée à la crête de Thiaumont, où nous cheminons actuellement, au PC 118 et PC 119 qui se trouvent en partie sur la crête de Froide-Terre. Ce secteur finalement fut très meurtrier à compter du mois de mai. Il demeurera meurtrier de mai à juin, juillet et même jusqu'en octobre 1916. Ce secteur va subir la pression allemande à compter du mois de mai 1916. Quoique tout ce que je viens de vous signaler a été déjà copieusement bombardé dès le mois de février par les Allemands. Comme en témoignent, vous voyez, tous ces trous d'obus. Alors là, ce cheminement va nous mener au PC 118 que je vais vous présenter dans quelques instants. Alors ici, nous sommes pratiquement à proximité du PC 118 que nous voyons à travers les arbres là, à travers les résineux et au beau milieu de trous d'obus. Il faut dire également que ce secteur renferme une grande fosse collective. C'est la tombe pour l'éternité de beaucoup de soldats, qu'ils soient français ou allemands. Nous arrivons au PC 118 et finalement ce plan tombe à merveille puisque là je vais vous expliquer ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous sommes ici, nous venons de passer donc à gauche de l'ouvrage de Thiaumont que nous avons laissé sur notre droite. Nous arrivons donc à l'intersection ici avec ce petit sentier qui mène au PC 118. Une fois le PC 118 commenté, nous reviendrons sur nos pas pour terminer l'émission. Alors le PC 118, c'est pas sa première appellation. Sa première appellation, c'est l'abri FT3. FT3 comme F, ouvrage de Froide-Terre, et T, Thiaumont. Donc l'abri construit entre, le troisième abri construit entre l'ouvrage de Froide-Terre et l'ouvrage de Thiaumont que vous avez sur ma droite à 200 mètres. Cet abri n'a pas, disons, une vocation offensive, comme l'indique le mot abri. Donc c'est pour permettre aux hommes de passage de s'abriter, de prendre du repos, soit plusieurs heures, soit même plusieurs jours, avant de continuer leur périple concernant la bataille de Verdun dans le secteur. Alors ce PC 118, appelons-le comme ça maintenant, a été construit en 1906 en béton ferraillé, comme vous pouvez le remarquer avec les destructions qu'il y a eu sous les bombardements. Il renferme donc deux grandes salles, des toilettes à droite et une petite cuisine que vous voyez ici sur la gauche. Il peut accueillir plusieurs sections, voire une demi-compagnie, en gros 100 soldats assis. Dans son antre, il renferme en sous-sol 4 citernes de 56 mètres cubes qui peuvent accueillir l'eau de ruissellement ou l'eau de source, à tel point que ces citernes peuvent alimenter les troupes qui arrivent dans le secteur mais qui ne peuvent pas s'abriter vu l'occupation, mais qui peuvent donc être en bivouac autour de cet abri. Cet abri, dès le commencement de la bataille de Verdun, a été bombardé, comme tous les ouvrages pratiquement, édifiés dans le secteur, et que les Allemands avaient déjà repérés sur carte ou par voie aérienne. Ensuite, c'est surtout à compter du mois de mai
du mois de mai à octobre que tout ce secteur, comme je vous l'avais dit auparavant, va subir une grosse pression allemande. À tel point que cet abri, le PC-118, à compter du mois de juin, va subir d'effroyables bombardements. Ces effroyables bombardements vont complètement détruire pratiquement donc l'infrastructure du PC. Les Français seront obligés de le laisser aux mains des Allemands le 23 juin 1916 lorsqu'ils attaquent sur la crête de Thiaumont et de Fleury. Et ils vont investir les lieux, chasser les Français. Les Français donc vont être repoussés sur le PC-119, sur le ravin des Vignes que vous avez en contrebas, là, pas très loin, à quelques centaines de mètres. Et puis les Français donc veulent reprendre cet ouvrage. Ils vont à leur tour bombarder à nouveau donc cette infrastructure, et c'est finalement les obus français qui vont pratiquement détruire cet abri dans sa face dite de paix, celle-ci. Voilà. Alors, beaucoup de soldats vont être ensevelis lors de l'attaque allemande du 23 juin. Et en témoignent les deux croix que vous avez, les deux stèles que vous avez sur la superstructure. Donc je vais vous présenter les soldats qui demeurent pour l'éternité à l'intérieur de ces destructions, de ce fratras, de ces ruines. Alors, ici, je suis donc à côté, ce n'est pas un cénotaphe finalement, c'est vraiment la stèle où demeure enseveli le sergent Raymond Defontaine, qui a été enseveli ici sous ces ruines le 2 juin 1916. C'est un ancien du 1er régiment de dragons. Tiens, c'était un cavalier auparavant. Tout simplement pourquoi ? Figurez-vous que la cavalerie française donc, a été démontée au cours de l'année 1915. Tout simplement pourquoi ? Parce que les champs de bataille, les cavaliers ne pouvaient plus charger comme à l'envi, comme dans le temps, sous Napoléon, vu que les gens étaient enterrés, vu les réseaux de fils de fer barbelés qui pullulaient dans les no man's land, donc les charges étaient inefficaces. Alors que faire des régiments de cavalerie ? Eh bien, nous les démontons, comme l'indique le terme, et nous transférons les personnels, pratiquement tous, dans les régiments d'infanterie, les régiments d'artillerie, et certains même choisiront l'aviation. Voilà. Alors, quand je vous ai dit le sergent Defontaine, le terme sergent est inexact. Malgré qu'il ait été transféré dans un régiment d'infanterie, il a conservé son grade de maréchal des logis, celui que l'on donne dans la cavalerie, qui est l'équivalent de sergent. Alors j'ai ici sa fiche de décès, et on peut lire que finalement, il est bien inscrit sous le grade de maréchal des logis. Voilà. Ce qu'il faut indiquer aussi, entre la date de décès du 2 juin 1916 et celle de l'enregistrement à compter du jugement rendu le 23 septembre 1921, il s'est écoulé quand même 5 années. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a eu sans doute des recherches qui se sont avérées infructueuses. Et finalement, le corps, à partir du moment où il est enseveli pour l'éternité. Donc finalement, ça tombe. Allons voir donc la tombe du caporal Fourier, Paul Merlan avec un T, je précise. Voilà.
donc du 293e RI comme son camarade, qui a été enseveli également ici, après les bombardements, sous les bombardements, le 2 juin 1916, où c'est indiqué, voilà, sous le poste 118 à Thiaumont, voilà, enseveli. Voilà. Alors j'ai ici sa fiche de décès, Merlan Paul Louis Edmond Marie, caporal Fourier, au corps du 293e régiment d'infanterie, donc mort pour la France le 2 juin 1916, voilà. Ils ont même marqué Douaumont-Meuse, mais bon, ça c'est une généralité, disons. Et lui aussi, donc, jugement rendu le 6 mars 1922, tout simplement, pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a eu sans doute des recherches, comme son camarade, qui se sont avérées nulles et non avenues, pratiquement. Voilà. Alors, un bref historique du 293e RI. C'est un régiment de réserve dont le dépôt se trouve à La Roche-sur-Yon. Il appartient au 11e corps d'armée, 15e division, de 1915 à 1917. Il est formé de 2 bataillons, puis un 3e lui sera octroyé en juillet 1916. En 1914, dès août, il est engagé dans les Ardennes belges, dans la Meuse. Il participe à la bataille de la Marne du côté de la Fère champenoise, où déjà il perd 700 hommes sur les 2200 qu'il compose. Ensuite, il se trouve en octobre dans la Somme, et il le restera jusqu'en janvier 1915. Ensuite, il va en Champagne, de juillet à septembre. Il participe au combat de la Manne-Massige, où il perd à nouveau 960 hommes. En 1916, il est toujours en Champagne jusqu'en février, où le 20 février, le régiment est passé en revue par Raymond Poincaré. Ensuite, il arrive à Verdun au mois de mai sous le commandement du lieutenant-colonel Manceron, où il participe donc au combat des ravins de la Dame à la ferme de Thiaumont, dans le bois de la Cayette. Les pertes sont tellement énormes à ce moment-là que son régiment est complété par le fusionnement avec des éléments du 337e régiment d'infanterie. Et là, il va participer à la défense du secteur de Thiaumont. Ensuite, en 1917, il est du côté de Reims. Il combat dans l'Aisne jusqu'au mois d'août. Et finalement, en novembre, ce régiment est dissous. Sur les plis de son drapeau, il y a une citation à l'ordre de la division. Le sentier menant au PC 118 débouche sur un chemin blanc, le chemin blanc sur lequel je progresse, qui relie Bras-sur-Meuse, qui se trouve dans cette direction, et Douaumont. Ce chemin blanc existait déjà pendant la bataille de Verdun. Maintenant, je prends un petit sentier pour aller sur le PC 119 que vous allez découvrir avec moi. Alors, ce PC 119, ce n'est pas non plus sa première appellation. Sa première appellation, c'est l'abri FT2, comme son frère, situé à 500 mètres d'ici. Donc c'est l'abri compris entre l'ouvrage de Froide-Terre, le deuxième ouvrage compris entre l'ouvrage de Froide-Terre et celui de Thiaumont, FT2. Alors, si son frère, le PC 118, donc, se trouve à une altitude de 356 mètres, celui-ci est à 336 mètres, c'est-à-dire 20 mètres de dénivelé entre ces deux positions. Il a la même infrastructure que le PC 118, la même conception. Il n'y a rien qui les différencie. Alors lui aussi, donc, a été bombardé dès le mois de février, dès le déclenchement de la bataille de Verdun,
comme toutes les infrastructures qui se trouvaient dans le secteur. Et bien sûr, avec la pression allemande à compter du mois de mai, il va subir également de graves dommages, et ce, comme son frère le PC-118, jusqu'au mois d'octobre 1916. Alors ce PC-119 est dans un meilleur état, finalement, mais nous verrons que son histoire est dramatique et voire tragique. Je suis pratiquement à l'entrée du PC-119. Son infrastructure, donc là on l'aperçoit beaucoup mieux puisqu'il s'agit ici d'un mur anti-bombardement, finalement, qui protège les salles qui sont à l'intérieur. Voilà. On a pu remarquer que sur le PC-118, tout était éclaté. Tandis que là, c'est encore en assez bon état. Alors je reviens sur son historique. C'est surtout le 23 juin 1916, lors du grand assaut effectué par les Allemands sur la crête de Thiaumont, sur la crête de Froide-Terre, en direction de l'ouvrage de Froide-Terre qui se trouve sur ma droite, à environ 800 mètres d'ici, et sur le village de Fleury, dont les Allemands parviendront à prendre les 3/4 de cette localité. Donc les Allemands vont arriver sans coup férir et finalement vont s'approprier ce PC-119 ici. Les Français, bien sûr, vont vouloir le reprendre. Il y aura plusieurs tentatives et qui vont être avortées, et il ne sera repris qu'au bout, disons, de quelques semaines, le 15 juillet 1916, avec les attaques du 293e RI, dont je vous ai raconté l'historique tout à l'heure, le 202e RI et plusieurs autres régiments. Voyons maintenant la situation dramatique, voire tragique, du 31 juillet 1916. Que s'est-il passé ici? Le PC donc a été repris le 15 juillet, mais la pression allemande est toujours très forte dans le secteur, car le PC-118 est toujours tenu par les Allemands à cette époque-là. Les Allemands font tellement de pression que le chef de bataillon Ridouard, Paul Ridouard, est commandé de mener un assaut avec le 96e régiment d'infanterie qui occupe le secteur, notamment dans le ravin des Vignes qui se trouve juste en dessous là. Et en abordant donc ce fortin, il pénètre à l'intérieur pour un peu se reprendre. Les troupes, bien sûr, sont disséminées de part et d'autre, mais à l'intérieur va se jouer un drame. Il y a un incendie qui se déclare. Cet incendie est une véritable catastrophe. En effet, à l'intérieur, vous avez un dépôt de grenades qui va exploser. À l'intérieur se trouve une petite centaine de soldats, dont une compagnie de mitrailleuses, de mitrailleurs, des artificiers, des agents de liaison. Parmi ces officiers, vous avez donc le chef de bataillon Ridouard, le capitaine Parisot et le capitaine Gramont. Et bien sûr, l'effroyable arrive. Il y a de l'asphyxie. Aucun secours ne peut pénétrer à l'intérieur tellement l'incendie est très violent. Il n'y a pas grand monde qui sort donc de ce brasier, très peu de secours. Il y aura quelques soldats qui vont d'une très grande bravoure aller récupérer quelques soldats blessés à l'intérieur, mais la plupart donc vont demeurer asphyxiés et brûlés vifs finalement. Les Allemands, profitant de cette situation, effectuent des tirs inouïs sur
l'infrastructure du PC 119 est sur ses abords, justement pour empêcher toute tentative de secours. Et c'est ici que le chef de bataillon Ridouard, Paul Ridouard, va être tué et même déclaré à un certain moment porté disparu avec tous ses camarades. Sur le journal de marche et opération, ce jour-là, du 31 juillet, il sera indiqué 66 disparus à l'intérieur. Donc, les stèles que nous allons voir au-dessus de cette superstructure témoignent finalement des effroyables instants qui se sont déroulés à l'intérieur. Alors nous sommes ici maintenant rendus sur la superstructure du PC 119. Comme vous pouvez le voir, il y avait une croix, une stèle, donc en mémoire du chef de bataillon Ridouard. Mais on s'aperçoit finalement que son prénom n'est pas celui qui figure sur sa fiche de décès que je vous montre. Il s'agit bien de Ridouard, mais pas de Charles. Il s'agit de Paul Georges, chef de bataillon au 317e régiment d'infanterie, comme indiqué. Et il a été tué à l'ennemi, c'est indiqué ici, fleuri devant Douaumont. Vous voyez, il y a un peu de vague dans l'âme là. Hein. Voilà, mais c'est vraiment ici que son corps demeure pour l'éternité, sans doute brûlé, voilà, à jamais. Alors, ce chef de bataillon Ridouard était au sein du 317e régiment d'infanterie au départ de la Grande Guerre, capitaine. Il était donc, il commandait la 24e compagnie justement de ce régiment. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure des étapes de cette guerre, il a fallu faire des remplacements et il a eu une promotion de chef de bataillon pour se retrouver à la tête donc du 3e bataillon du 317e régiment d'infanterie. Alors, j'ai ici donc sa fiche de décès et également, comme c'était indiqué au départ, donc il commandait bien la 24e compagnie du 317e régiment d'infanterie. Vous voyez ici Ridouard, capitaine. Voilà. Et nous sommes le lundi 3 août 1914, d'après, disons, le journal de marche et opération. Et ensuite, il est bien déclaré ici, sur une autre page, donc, du journal de marche et opération, il est bien déclaré, regardez, ici c'était marqué même disparu ce jour, le 31 juillet, et on voit son nom, Ridouard Paul, chef de bataillon. Et vous avez 66 noms qui sont égrenés sur ces deux pages. Un bref historique du 317e régiment d'infanterie, qui est un régiment de réserve. Son dépôt est au Mans. Il fait partie du 4e corps d'armée, dans la 11e région militaire. Il est formé de 2 bataillons et il est intégré à la 8e division d'infanterie de 1915 à 1918. Ce régiment, au début de la Grande Guerre, combat dans le secteur de Virton, où il participe à la bataille des 3 frontières, notamment celle du 21 et 22 août 1914. Pour rappel, la journée du 22 août 1914, c'est la journée la plus meurtrière pour l'armée française qui fera en gros 27 000 victimes. Ensuite, il participe à la bataille de la Marne et bien sûr participe aussi à la course à la mer. En 1915, on retrouve ce régiment en Picardie et en Champagne. Puis en 1916, il est encore au début de l'année en Champagne, puis arrive dans le saillant de Saint-Miel de février à avril où il combattra au Bois d'Ailly. Ensuite, il se retrouve à Verdun à compter de juin à juillet où
il va combattre dans le secteur où nous sommes actuellement du PC 119. En 1917, il est à nouveau dans la Somme, dans la Marne, et en 1918, il est dissous au mois de juillet. Maintenant, je me dirige sur la stèle dédiée à la mémoire du sous-lieutenant Mialet, comme indiqué ici. Voilà. Ici est tombé le sous-lieutenant Mialet le 1er août 1916. Donc j'ai sa fiche de décès. Il s'agit bien de lui, Mialet Henri-Marie, sous-lieutenant au 96e régiment d'infanterie. Alors, il a bien été tué le 1er août 1916 dans le secteur de Thiaumont où nous sommes actuellement, tué à l'ennemi. Lui, il n'était pas, disons, le 31 juillet dans l'infrastructure où s'est déroulé cet effroyable drame d'incendie. Il a été tué le lendemain. Il a été tué le lendemain en participant à une attaque dans ce secteur pour repousser la pression allemande. Voilà. En compagnie encore des éléments du 317e régiment d'infanterie. Alors, comme témoigne donc ce qui est inscrit sur le GMO du 96e RI, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, la 3e compagnie appuyée d'une section de la 2e compagnie a pour mission de s'emparer de la tranchée Z qui se trouve dans les parages ici. Voilà. Et c'est au cours de cet assaut, donc très tôt le matin, en partant du PC ici 119, que le sous-lieutenant Mialet a été tué. D'ailleurs, également parmi les pertes, on le voit ici, être inscrit à la date du 1er août, son nom figure parmi les pertes. Donc, Mialet Henri, sous-lieutenant, 1re compagnie. Vous voyez, voilà. Car la 1re compagnie ensuite est venue en renfort, justement pour conquérir la fameuse tranchée Z. Un bref historique du 96e RI. Alors lui, c'est pas vraiment un régiment de réserve. Il est encaserné à Béziers. Il fait partie de la 61e brigade de la 31e division d'infanterie du 16e corps d'armée. Il est formé de 3 bataillons. Sur les plis de son drapeau, il y aura deux citations à l'ordre de l'armée. En 1914, il est engagé en Lorraine, du côté de Bayon, en Meurthe-et-Moselle, et ensuite il participe au combat dans la trouée de Charmes. En 1915, il se trouve dans les Flandres depuis octobre 14, et il demeurera donc jusqu'en février 15. Ensuite, il va en Champagne du mois de mars au mois d'août, où il participe à cette fameuse bataille de Champagne, notamment dans le secteur de Soins. Il restera en Champagne jusqu'au mois de décembre 1915 et même au début de 1916, parce qu'il se trouve à Reims et à Soissons, où dans ce secteur, il participe à la bataille du Bois des Buttes. Au Bois des Buttes est blessé grièvement à la tempe un de son personnel que tout le monde connaît, du moins les érudits en littérature. Il s'agit du grand poète Guillaume Apollinaire, qui était donc affecté au 96e RI. Il venait d'être naturalisé français et il a été blessé donc à la tête, à la tempe notamment, en participant au combat au Bois des Buttes au mois de mars. Ensuite, en 1916, toujours du côté de Reims et de Soissons, il arrive à Verdun fin juin, où il restera jusqu'au mois d'août. Il participe donc dans les combats qui ont lieu au ravin des Vignes, sur l'ouvrage de Thiaumont, dans le secteur du PC 119. Et ensuite, il part en Argonne du mois de septembre au mois de janvier 1917.
En 1917, il se retrouve à nouveau dans le secteur du champ de bataille de Verdun, de février à juillet, où il combat sur la côte 304 et sur le Mortum. Ensuite, il part en Alsace du mois de septembre au mois de mars 1918. Puis, en 1918, il participe également aux combats qui ont lieu dans les Flandres jusqu'au mois de mai et même dans l'Aisne jusqu'au début novembre et le 11 novembre où il y a le jour de l'armistice, bien sûr, il se trouve dans le secteur de Crécy-sur-Serre. Ici se termine finalement l'émission qui était dédiée à tout ce secteur, une partie de la crête de Froidterre, une partie de la crête de Thiaumont, où se trouvent encore beaucoup de cadavres. Au revoir et à bientôt.